Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'ancienne juge à la Cour de cassation, Wendell Koch-Tello, est un élément clé dans le cadre de l'enquête relative à l'assassinat du président Jovenel Moïse. C'est ce qu'a rapporté la porte-parole de la police nationale, Marie-Michel Verrier. Signature ce vendredi d'un protocole d'entente entre l'OEA et l'ULCC en vue de combattre la corruption. Cet accord vise au renforcement des institutions étatiques haïtiennes. Nouvelle épisodie de peste porcine en République dominicaine. Les autorités haïtiennes et les associations d'agriculteurs sont préoccupées par la présence de cette maladie en territoire voisin. Les derniers éléments trouvés dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse révèlent l'implication effective de l'ancienne juge à la Cour de cassation, Wendell Koch-Tello, selon la porte-parole de la police nationale. Selon Marie-Michel Verrier, la police a essayé, mais en vain, d'entrer en contact avec l'ancienne magistrate. La police sollicite la collaboration de toute la population. Madame Verrier a fait remarquer que toute complicité visant à empêcher l'avancement de cette enquête sera sévèrement punie par la loi. Nous gagnons un avis de recherche qui est lancé à l'encontre de Tello Koch Wendell. Nous avons rappelé que Madame Koch a un avis de recherche qui est lancé à l'encontre de CPJ dans l'audition réalisée pour Colombiens et haïtiano-américains. Il y a plusieurs parmi les gens qui font connaître que vous êtes allé dans la rencontre avec Mme Koch à 2 reprises. Et les gens sont arrivés à la description, direction pour faire pour aller avec Mme Koch. Et plus l'autre détail qui passe dans Mme Koch. Les gens sont arrivés à la DCPJ en pile détail sur quelques documents qui sont signés pendant la rencontre, vous êtes allé avec Mme Koch. Document ça, c'était CTU, côté nous avons plus en pile d'informations sur CTU, dans ça qui est arrivé avec le président. Et c'est CTU qui a envoyé le document ça pour Mme Koch signer. Et Mme Koch a signé le document ça. Il y a plus de détails, puis devant, qui va apporter. Et la justice a pour chercher en pile d'informations sur ça, nous partager là. Et il y a un mandat qui était décerné à l'encontre de Mme Koch. DCPJ est rendu dans la résidence Mme Koch. Malheureusement, il n'y a pas de joindre. Il y a plusieurs autres résidences Mme Koch, dans Marmelade, Saint-Michel, La Taillale, que DCPJ est allé chercher Mme Koch dans la résidence. Il n'y a pas de joindre. Il a cherché lui à travers le téléphone, essayer de rentrer en communication avec lui. Pour faire connaître qu'il a besoin de poser quelques questions suite à mandat, ça pour être capable d'exécuter lui. Il n'y a pas de joindre moyen pour te joindre. Alors, il y a un avis de recherche. Tu es obligé de lancer à l'encontre de Mme Koch. Pour qu'on y ait, la police a cherché Mme Koch activement. Mis à part de l'avis de recherche qui est lancé à l'encontre de Mme Koch et de tout le monde, l'inspection générale continue le travail. La police lance un appel à toute la population pour dire restez tête frette. Il y a continuer à chercher tout élément pour faire éclaircissement sous la mort président de la République là. Et tout le monde qui est impliqué là-dedans, a privé répondre question la justice. Le leader du parti UNIR, Clarence Renoir, prône un renouveau dans le monde politique haïtien. Il se dit favorable à un dialogue, mais aussi à un changement dans le discours politique qu'il juge trop teinté de violence et de mensonges. Selon lui, certaines personnalités trop conflictuelles doivent être mises de côté pour permettre au pays d'avancer. Il faut que la République apprenne à faire des choix sérieux qu'on y a là. Nous faisons ça trop. Parfois, nous qui ces impulsions, impulsivité personnelle qui mène, mais il n'y a pas de lumière pour le pays. Il nous faut faire des choix pour Haïti, pour que nous sortions d'un cycle de vengeance et de violence. Ça fait longtemps que je dénoncé ça. Nous avons un cycle de vengeance et de violence. Il y a des gens
Il y a des groupes de monde. Chaque fois qu'on prend le pouvoir, on met à temps à ce qu'on parle d'un groupe qui est en face sur le contester. Il nous faut sortir de ce binôme conflictuel pour entrer dans l'autre politique qui rassemblait tout le monde, qui mettait tout le monde en confiance pour nous vivre ensemble sur bout de ça. Côté mulâtre, côté noir, côté gen boutique, côté gen boutique, côté moun en dehors, côté moun la ville, nous sommes les fils et les filles de cette même terre. Et je parle des Syro-Libanais qu'on condamne, comme des Haïtiens natifs natals qui sont en Afrique, comme des années dit. Et ceux dont les pères sont en Afrique n'ont-ils rien? Tout le monde ça doit vivre ensemble sur bout de ça. On est 98% de noirs, mais il y a 2% de monde qui mulâtre, qui griffe, qui ceci, qui cela, qui descendent de X et Y, qui sont dans notre pays, qui viennent là. C'est normal. Les États-Unis font comme ça tout. Les États-Unis pas gagner 100% américains là-dedans, citoyens américains. Non. Il y a toute qualité de monde, il y a Haïtiens là-dedans, tout le monde, 1 million d'Haïtiens là-dedans, peut-être plus. Donc il nous faut rassembler toutes ces volontés, toutes ces forces, toutes ces connaissances pour nous construire un nouveau pays. Pour sortir du chaos, il nous faut ce dialogue, mais sincère et sérieux. Il faut que le pays a débarrassé de certains monde, mettez à côté, mettez sur les bonnes touches. Une série de monde qui pourront reconnaître tête, ils ne pourront plus rien servir à l'histoire de ce pays. Et ils ne seront pas éliminés, mais ils doivent être à côté. C'est-à-dire, ils doivent là pour conseiller les gens. Moi-même, avec UNIR, nous avons fait tentative ça à plusieurs reprises. Moi, j'ai dit ancien président pour réunir, puis on dit qui ça a été fait comme expérience politique, puis transmettre à une nouvelle génération de monde qui était ancien premier ministre, puis on réunit, puis on dit qui ça a fait comme expérience, puis on transmettre à une nouvelle génération de politiciens, puis on est capable de permettre que de expérience, on est capable de nourrir jeune génération ça, qui pour prendre règne pays et qui pour changer pays. Donc, et sortir du chaos, c'est à nous de sortir du chaos. Mais tant que nous pas fait entente nationale ça entre nous-mêmes, à travers une conférence nationale ou un dialogue national, nous avons plongé dans le chaos et le chaos n'est pas bénéfique à nous-mêmes. Personne ne. La structure dénommée secteur démocratique et populaire comprend enfin la nécessité d'un sursaut pour sortir le pays de la crise. En conférence de presse ce vendredi, l'un des porte-parole de ce regroupement de l'opposition, Maître André Michel, affirme vouloir participer à tout effort de consensus dans la perspective d'un dénouement. Cependant, réputé intransigeant, le secteur démocratique et populaire demeure accroché à ses revendications de voir se tenir le procès Petro-Caribé et la libération de ceux qu'il considère comme étant des prisonniers politiques. Le secteur démocratique et populaire a renouvelé volonté pour travailler avec tout le monde pour chercher une solution consensuelle. Nous ne sommes pas capables de sortir dans la crise politique là avec 20 propositions, avec 15 propositions. C'est ça que fait le secteur démocratique là. Nous participons à un protocole d'entente là et nous disons, les amis qui sont dans la commission qui cherchent une solution haïtienne, on nous discuter ensemble pour nous chercher une seule solution. Et si il y a une solution qui sortit, son seul groupe qui sortit, le secteur démocratique et populaire pas de. Nous avons besoin d'un dépassement de soi pour défendre les intérêts de la République. C'est l'intérêt collectif qu'il faut défendre aujourd'hui. Ce n'est pas le moment pour chaque groupe à venir porter des propositions. Pas yo. Nous avons besoin d'une seule proposition de sortie de crise. Et c'est ça que fait. Dans la réunion qui fait, quitte ce Port-au-Prince aujourd'hui, quitte ces réunions qui fait, qui presque fini dans le Grecier, nous avons plus ou moins un rapport, nous dit le secteur démocratique là ouvert pour parler avec tout acteur qui soit échiquier politique là, pour nous capables de chercher une solution consensuelle. Pendant la parler avec tout le monde, nous ne pouvons pas quitter la revendication peuple à tomber. Conférence nationale là, il faut le faire. Procès Petro-Caribé, il faut le faire. Procès massacre La Saline, massacre Bel Air, massacre Cité Soleil, massacre Delma 32, il faut que le procès ça soit fait. Et nous dit, il faut que les prisonniers politiques soient libérés. Secteur démocratique et populaire clair. Nous ne pouvons pas reconnaître aucun gouvernement. Tout autant pas un consensus largement large. Tout autant pas un accord politique. Nous avons une situation exceptionnelle. La Constitution n'a pas dit comment pour nous sortir de la crise là. C'est dans la discussion, c'est dans la concertation pour nous joindre une solution à la crise là. C'est tout le monde qui peut participer dans la concertation. Nous avons continué à parler avec tout le monde pour nous capables de joindre un accord politique, pour nous joindre président, pour nous joindre premier ministre, pour nous joindre ministre, pour nous joindre conseil électoral,
pour nous créer un climat de sécurité dans le pays d'Haïti. L'Organisation des États américains, OEA, et l'Unité de lutte contre la corruption, ULCC, ont signé ce vendredi un accord afin de combattre la corruption. Cet accord vise au renforcement des institutions étatiques haïtiennes dans ce domaine. Ainsi, il favorisera la formation continue des cadres de l'appareil judiciaire, a déclaré le directeur général de l'ULCC, maître Hans-Jacques Ludwig Joseph, lors de la cérémonie de vendredi. L'Organisation des États américains et l'ULCC définiront conjointement les critères de sélection des dossiers à traiter, a souligné la coordinatrice du projet, Ana Maria Calderón Boy. La signature aujourd'hui de ce protocole d'entente vise, entre autres, à renforcer les structures d'enquête de l'ULCC par la mise sur pied d'équipes intégrées d'investigation de crimes financiers à travers la participation active des experts de l'OEA, aux côtés notamment du personnel pertinent et qualifié de l'institution. Cet accord favorisera également la formation continue des juges, des parquetiers, des policiers spécialisés et des enquêteurs financiers nationaux et internationaux participant aux enquêtes sur les dossiers de corruption. Les parties à ce présent protocole d'entente, tout en gardant intacte leur indépendance et leur autonomie, établissent ce cadre régulateur relatif au projet renforcement institutionnel dans le cadre de la lutte contre la corruption en Haïti. L'ULCC s'engage sur des terrains âpres. La lutte contre ce fléau tend à casser de grands intérêts et de grands avantages obtenus dans des conditions obscures. Mais cette structure étatique neutre, dotée d'enquêteurs qualifiés et incorruptibles, assume ses responsabilités avec courage. Que ce protocole d'entente soit le signal d'une nouvelle étape dans le combat que mène l'institution contre la corruption en Haïti. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Commission interaméricaine des droits de l'homme considère que la corruption est un phénomène qui affecte les droits de l'homme dans leur intégralité. Droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels et environnementaux, ainsi que le droit au développement et qui affaiblit la gouvernance et les institutions démocratiques, favorise l'impunité, déforme l'état du droit et stimule les inégalités. Je veux tout aussi bien rappeler que la Cour interaméricaine a défini l'impunité comme l'absence dans son ensemble d'enquêtes, de persécution, de capture, de poursuite et de condamnation des responsables des violations des droits protégés par la Convention américaine. La Cour a tout aussi bien rappelé et a tout aussi bien souligné que l'État a l'obligation de lutter contre une telle situation par tous les moyens juridiques disponibles, puisque l'impunité favorise la répétition chronique des violations des droits de l'homme et le fait de ne pas punir totalement ceux qui sont victimes. En termes de conclusion, une justice indépendante et impartiale est indispensable à la lutte efficace contre la corruption et l'impunité, ce qui constitue l'un des principaux obstacles à la démocratie et à la promotion, à la protection et à la jouissance effective ou efficace des droits de l'homme dans la région. C'est pourquoi l'OEA s'efforce de lutter contre la corruption en renforçant les institutions et les fonctionnaires chargés d'enquêter et de poursuivre les affaires de corruption, telles que l'unité de lutte contre la corruption. Je suis sûr que l'engagement qui se concrétise aujourd'hui avec la signature de ce protocole d'entente permettra de renforcer la professionnalisation et les capacités des fonctionnaires de l'ULCC à enquêter et à poursuivre les crimes de corruption et les crimes financiers. Les autorités haïtiennes et les associations d'agriculteurs sont préoccupées par la présence de la peste porcine africaine sur le territoire dominicain.
Le département américain de l'agriculture a déjà adopté des dispositions pour empêcher l'introduction de la viande de porc et de ses dérivés sur son territoire. En Haïti, l'ex-secrétaire d'État à la production animale, le docteur Michel Chancy, presse le gouvernement à interdire l'importation de la viande de porc dominicain et à contrôler strictement la zone frontalière. Il faut une campagne d'information dans la zone frontalière pour éviter une propagation de l'épizootie, martèle M. Chancy, conscient que le contrôle dans la zone frontalière est déficient. De plus, il insiste sur la nécessité de restreindre les déplacements dans les fermes déjà contaminées. Depuis plusieurs jours déjà, nous vivons au rythme des averses quotidiennes, qui d'ailleurs commencent de plus en plus tôt dans l'après-midi. Est-ce le signe que nous entrons dans la période critique de la saison cyclonique? Eh bien, c'est ce que nous allons savoir avec notre invité d'aujourd'hui, notre monsieur météo, Rudy Victor. Bonjour Rudy, bonsoir plutôt. Bonsoir Serge. Bon, alors, est-ce que c'est le signe que les choses sérieuses ou graves vont commencer? Non, pas vraiment. Pas vraiment, il n'y a pas vraiment de rapport. C'est juste qu'on a passé un mois de juillet assez sec. Assez sec. Maintenant, pour produire des cette période de l'année où il y a souvent des facteurs qui empêchent à la pluie de tomber sur de nombreux endroits du territoire, il faut un apport extérieur à la région. On a ce qu'on appelle l'oscillation de Médiane-Julienne. C'est une perturbation qui fait le tour des régions tropicales en 30 et 50 jours. Et elle a deux phases. Une phase positive, où il y a de la pluie, une phase négative, où c'est beaucoup plus sec. Justement, en cette période, nous approchons de l'arrivée de cette phase sèche. Okay? L'avant-garde est passée. Maintenant, la plus grande partie de cette perturbation est en train d'arriver sur l'Atlantique, sur les Caraïbes, sur le golfe du Mexique. Et c'est une des raisons pour laquelle on commence à avoir un peu plus de pluie. Mais il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas sur tout le pays. Les régions septentrionales, par exemple, le nord-est, ce n'est pas aussi mouillé que nous. C'est surtout le centre du pays, on a des orages qui se développent dans la zone de la cordillère centrale, sur le plateau central, et qui se déplacent vers l'ouest, vers le sud-ouest, et qui nous apportent des pluies. Qui passent sur nous encore Exactement, c'est ça. D'accord. Bon, alors, côté cyclone maintenant, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y en a déjà en formation? Non, pas encore, mais ça va venir. Quand je parle de Médiane-Julienne, c'est l'un des facteurs les plus importants de la saison cyclonique. Lorsque cette phase approche, mais elle est sur la région, elle commence à créer des conditions favorables. Mais après, c'est après son passage, entre 4 à 6 jours après son passage, qu'on commence à voir des conditions différentes par rapport à celles que nous avons maintenant, c'est-à-dire c'est plutôt la stabilité sur l'Atlantique, la poussière du Sahara qui domine. Donc les conditions ne sont pas encore réellement favorables. Et l'océan aussi n'est pas encore aussi chaud. Par exemple, comparé à l'année dernière, nous sommes un peu moins chauds sur l'Atlantique que par rapport à l'année dernière. Mais c'est quand même suffisant pour produire une saison active. Maintenant, on n'a pas de boule de cristal, si vous voulez. On regarde des modèles, plusieurs modèles, et il y a une sorte de convergence qui montre que il se pourrait que d'ici une dizaine, une quinzaine de jours, que l'Atlantique commence à entrer en activité grâce justement à l'arrivée de cette oscillation qui va bouleverser les choses. Généralement, l'Atlantique, quand c'est aussi calme, les conditions changent généralement brusquement. Alors, brusquement, parenthèse pour nous, parce que nous ne savons pas exactement tout ce qui se passe, mais ça change assez rapidement les conditions et je pense que ça va commencer. L'inquiétude que j'ai cette année particulièrement, l'année dernière, c'était extrêmement actif, mais généralement, c'est aussi actif. Moi, je ne m'inquiète pas trop pour les gros cyclones. Mais cette année, j'ai une petite inquiétude parce qu'on a un facteur, un élément différent qui n'est pas là souvent, c'est le Niño, la ligne de l'Atlantique. On n'entend pas beaucoup parler, mais quand ça se produit, ce qui arrive, c'est que, vous savez, la région équatoriale, il y a ce qu'on appelle la zone de convergence intertropicale. C'est une région où les vents des deux hémisphères se rencontrent. Et elle migre vers le nord avec le soleil. Généralement, elle occupe une position aux alentours de 15-17 degrés durant la saison cyclonique, ce qui permet aux zones tropicales de se développer sur l'Afrique et de passer à des latitudes comprises entre 10 et 20 degrés. Et les latitudes hautes sont bonnes pour nous parce qu'elles évitent le bassin des Caraïbes, elles passent au nord, etc. Mais là, lorsque nous avons cette El Niño-là, la zone de convergence intertropicale va rester un petit peu plus au sud. Donc, il est probable que cette année, il y ait des trajectoires qui soient un petit peu plus au sud du genre Elsa.
c'est un risque. Cette année, qu'il y a des cyclones, des tempêtes qui se développent un petit peu plus au sud. Et qui dit plus au sud, elles auront plus de chances d'affecter les Caraïbes. C'est mon inquiétude cette année. Oui, parce que, Rudy, vous nous avez toujours dit deux choses. La première, c'est que la Niña était plus dangereuse que El Niño. Oui. OK, là, vous me parlez d'El Niño, donc c'est peut-être rassurant. Et deuxièmement, vous répondrez aux deux questions en même temps. Et deuxièmement, vous nous avez toujours dit que les saisons, vraiment, les mois où il risquait d'y avoir, c'était plutôt août et septembre que juin ou juillet. C'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Alors maintenant, il faut faire une différence. Il y a El Niño du Pacifique, ce que tout le monde connaît. Okay, c'est le plus puissant de la planète. Lorsqu'il y a ces El Niño, ça bouleverse les conditions climatiques, météorologiques sur toute la planète. Il y a la ligne de l'Atlantique. L'Atlantique est beaucoup plus petit. Cet El Niño a beaucoup moins de conséquences sur le reste du climat de la planète. Mais pour notre région, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. La deuxième question, c'était concernant les mois où c'était plus dangereux pour nous. C'est sûr, c'est le mois d'août, le mois de septembre et le mois d'octobre. Particulièrement septembre. Pourquoi? C'est parce que en juin, juillet, l'Atlantique est dominé par la poussière du Sahara, des anticyclones. L'océan n'est pas encore chaud comme il le doit, parce que plus l'océan est chaud, c'est plus il y a de l'instabilité. Même si vous regardez une carte de l'Atlantique, dans les températures, vous verrez que l'isotope de 26 degrés, c'est-à-dire les régions où les températures sont favorables au développement des cyclones, ça couvre presque une bonne partie de l'Atlantique à partir de 50-55 degrés ouest, si vous voulez. Mais les conditions ne sont pas encore totalement réunies. Il y a encore du cisaillement, etc. Mais lorsque vous entrez à la deuxième ou troisième semaine du mois d'août, certaines choses commencent à changer. Climatologiquement, il y a des différences. La mousson africaine est plus forte, les zones tropicales sont plus robustes. Okay? Le cisaillement commence à diminuer et les eaux commencent à être très chaudes. On atteint le pic. C'est là que les choses commencent. Bon, donc, en conclusion, si je vous ai bien entendu, selon toutes les probabilités, nous avons encore 2 ou 3 semaines de répit avant de commencer à nous inquiéter. C'est probable. Je dirais 2 ou 3 semaines, c'est ça. Eh bien, merci Rudy, merci d'avoir fait ce point avec nous. Pas totalement rassurant, mais quand même, bon, c'est un petit Niño, vous avez dit, le Niño de l'Atlantique par opposition au Niño du Pacifique. Et l'Atlantique n'est pas encore suffisamment chaud, il n'y a encore rien à l'horizon, mais ça peut changer, ça peut changer. Ça va changer, oui. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Rudy, et bonne fin de journée. À bientôt. Merci, ça va être un plaisir. On garde le contact. Voilà, c'était notre monsieur météo, maison, Rudy Victor, qui faisait le point sur l'évolution de la saison cyclonique. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.